Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Immeuble 5, les rebondissements et les prises de tête. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors là, on va faire un épisode consacré à vous raconter nos problèmes immobiliers. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à vous raconter des théories. Là, je vais juste vous raconter comment ça se passe concrètement, là, par rapport à notre 5e immeuble que l'on a négocié déjà en février 2026. Vous avez peut-être écouté les épisodes précédents, donc vous allez connaître la suite de l'histoire. Mais pour les personnes qui ne sont pas au courant, je leur fais un rapide récap. Ok ? Alors, il s'avère que Cyril et Dorine, nous sommes investisseurs en immobilier depuis 2016. On a acquis les 3 premiers immeubles qui nous ont permis de devenir libres financièrement. Ensuite, on a lancé les investisseurs sereins qui nous ont permis de développer une entreprise où on aide plein de personnes à acheter également des biens immobiliers, en grande partie des immeubles, mais aussi des appartements, d'autres types de biens. Et à un moment donné, on s'était dit, là, il faut qu'on reprenne les investissements. Parce que moi, je vous avoue qu'après le 3e immeuble, moi, j'ai eu une petite saturation qui a fait que pendant 2 ans, j'ai dit à Cyril, stop, je ne veux plus te revoir en train de gérer un chantier. J'avais envie de changer. Et donc, c'est pour ça qu'on avait lancé les investisseurs sereins. Et chemin faisant, on a eu envie de refaire de l'immobilier. On a acheté notre résidence principale en 2023. Et après cette résidence principale, on s'est dit, c'est parti, on se relance pour acheter un nouvel immeuble. Bon, le chemin a été long entre le moment où on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour réussir à être en même temps entrepreneur et continuer à faire des investissements. Parce que forcément, notre entreprise des investisseurs sereins nous prend un certain temps, une certaine énergie. Donc en fait, je me suis dit, on va jamais être capable de gérer les chantiers et les projets comme on avait pu le faire avant. Enfin, je sais pas pourquoi. Je me noyais dans un verre d'eau, j'en sais rien. Mais en tout cas, je m'en sentais pas capable. Et on a réfléchi à s'associer à partir du 4e immeuble. Donc le 4e immeuble, on l'a acheté en association. C'est un projet qui est en cours, en plein travaux. C'est un immeuble qu'on a acheté dans le centre d'une grande ville. Enfin, grande ville, tout est relatif. À Thionville, pour ceux qui sont de l'Est de la France. On est en train de le découper en 13 logements et il y aura un local commercial en bas. Donc le projet là, il est en cours. Et en fait, on s'était dit avec Cyril, mais si on veut exploser le plafond de l'investissement, il va falloir qu'on trouve des solutions pour pouvoir enchaîner les investissements. Et le fait est que notre équipe de chantier va être occupée pendant bien 1 an et demi, sur le fameux 4e immeuble. Donc, c'est impossible de racheter un 5e immeuble dont les travaux démarrent avant dans 1 an et demi. Et on n'est pas à l'abri de retard, etc. Donc on s'est dit que l'équipe de chantier, on ne peut pas l'alimenter de trop d'immeubles en même temps. Sauf que moi, j'ai envie de me développer et d'avancer vite. La conclusion a été qu'on s'est dit qu'on allait s'intéresser également aux immeubles déjà loués avec moins de travaux, voire pas de travaux du tout, pour pouvoir du coup acquérir en levant de la dette, sans forcément avoir un cash flow de dingue, mais au moins autofinancé. Comme ça, on continue à faire grossir notre portefeuille immobilier. Donc, j'ai commencé, je crois, mes recherches de façon active pour ce 5e immeuble en janvier de cette année, donc en janvier 2026. J'ai vraiment directement pris le pli, j'ai commencé à enchaîner les visites, je me suis mise dedans, j'ai fait les visites, je sais pas, j'ai dû faire une petite dizaine de visites, j'en ai pas fait non plus une tonne. Et rapidement, je faisais des visites, on faisait pas d'offres. Et je me suis dit, Dorine, maintenant, il va falloir que tu te forces, il va falloir faire des offres. Parce que si tu fais jamais d'offres quand tu fais tes visites, il n'y a rien qui va se passer. Donc, on a fait une offre. On a fait une offre sur on a fait plusieurs offres. Et celle-là a été miraculeusement acceptée. Donc, c'était un immeuble en vente à 1 350 000 euros. Il y a 16 appartements dedans. Il y a 8 300 euros actuellement de loyer, mais ça va devenir de plus en plus parce qu'en fait, il y a l'augmentation des loyers automatiques.
Et lorsqu'on a signé cet immeuble-là, lorsqu'on a envoyé cette offre, on a eu l'acceptation par écrit, donc ça c'est important, puisque vous allez voir par rapport à la suite de l'histoire, on a eu l'acceptation par écrit de cette offre qui nous a été retournée par email par l'agente immobilière qui faisait l'intermédiaire, comme quoi ils étaient d'accord sur le prix et sur le principe. Voilà. Ensuite a commencé la rédaction du compromis. Nous, on était pressés, on avait envie de rapidement signer le compromis pour pouvoir aller rapidement voir les banques, étant donné qu'on déménageait en été, donc on avait envie d'aller voir les banques avant notre déménagement. Eux, ils avaient également envie d'avancer vite. L'agente, elle avait envie d'avoir rapidement sa commission. Bref, tout le monde était motivé pour avancer rapidement. Notre notaire commence la rédaction du compromis et en commençant la rédaction du compromis, elle se rend compte qu'en réalité, les vendeurs vont se retrouver assujettis à un redressement fiscal, je ne sais pas si c'est les bons termes, parce qu'ils devaient détenir le bien jusque mai 2028 pour ne pas être rattrapés sur les exonérations d'impôts qu'ils ont reçues sur les 7 dernières années. Bon, peut-être 9 dernières années, je ne sais plus exactement. En gros, c'était un dispositif fiscal. Alors, j'ai peur de me tromper de dispositif fiscal quand je vous dis ça. C'était peut-être un d'euro bien, je ne sais pas. En tout cas, c'était un dispositif fiscal de rénovation des anciens bâtiments et en contrepartie, tu devais faire du logement social ou très social. En l'occurrence, c'était du logement très social. Et donc, en fait, au moment de la rédaction de ce compromis, notre notaire se rend compte qu'en réalité, c'est un logement, le délai n'est pas encore expiré et ils ne peuvent pas vendre avant mai 2028 s'ils ne veulent pas avoir de redressement fiscal. Et donc là, le compromis tombe à l'eau. Nous, on est dépités parce qu'on avait cru qu'on avait trouvé notre 5e immeuble. L'agente immobilière, elle a fait des visites, il n'y avait pas que nous qui avions visité, donc elle avait travaillé, et en fait, les vendeurs ne s'étaient pas rendus compte qu'ils ne pouvaient pas techniquement vraiment vendre, enfin, ils pouvaient vendre, mais avec un redressement fiscal en contrepartie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ils ont annulé le compromis, et grosso modo, ils ont fait un peu les morts, sauf que l'agente, elle n'avait pas envie de laisser tomber l'affaire, et nous non plus, parce qu'en l'occurrence, ils avaient signé l'offre. Et théoriquement, quand l'offre elle est signée, tu peux pas te désengager comme ça pour une raison qui est entre guillemets pas du ressort de l'objet de la vente. C'est juste toi qui n'avais pas fait attention fiscalement à ce qui se passait au moment où tu vendais. Donc, grosso modo, l'agente immobilière avec les vendeurs a discuté et également avec nous pour trouver un compromis. Alors le compromis, c'est pas le mot stricto sensu de compromis, mais à trouver une solution qui était de se dire on va signer pour compenser entre guillemets la perte de temps de tout le monde, on va signer une promesse unilatérale de vente. C'est-à-dire que les vendeurs vont nous promettre qu'en mai 2028, nous aurons le droit d'acquérir l'immeuble au prix négocié de 1 100 000 €. Et ce sera une option qu'on pourra lever ou ne pas lever sans frais. C'est-à-dire qu'en mai 2028, on peut acquérir le bien ou ne pas l'acquérir. C'est une option que nous avons, mais pour eux, c'est une obligation de nous réserver l'immeuble jusqu'à mai 2028 au tarif indiqué. Donc c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord. Ensuite a commencé la rédaction de cette fameuse promesse unilatérale de vente. Et il s'avère que au fur et à mesure des mois qui passaient, je ne dis même pas les semaines ni les jours, c'était les mois, il y avait des retours. Oui, ça va pas, etc., etc. Non, ça telle clause dans la promesse ne va pas. En fait, ça a été très compliqué parce que il y a même eu un rendez-vous où on croyait qu'on allait signer cette promesse, mais finalement, il y a eu un rebondissement, il y avait eu des changements qui avaient été demandés par la partie des vendeurs. Et donc, en fait, notre notaire restait sur sa position de rédaction. Donc, ça rendait le dialogue compliqué. Et en fait, nous, on se retrouvait un petit peu au milieu de tout ça avec des personnes qui ne voulaient pas signer le document, alors que dans les grandes lignes, on avait l'impression qu'on était d'accord. Vous allez voir la suite. Donc, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que
à ce moment-là, donc là, ça patauge, ça traîne, il y a des allers-retours. Vous savez, on envoie des emails, les gens répondent 2 semaines plus tard. Ah ben non, je suis en vacances, je répondrai quand je rentrerai de congé. Bref, le temps passe. Et notre notaire nous indique que, en réalité, dans la loi de l'Alsace-Moselle, donc l'Alsace-Moselle, il faut savoir un truc, c'est que c'est un endroit qui a été habité par les Allemands pendant un certain nombre d'années, et donc il y a des lois allemandes qui sont encore valables en Alsace-Moselle, ce qui fait que c'est un peu une sorte d'exception juridique. Voilà. C'est comme, je sais pas, il y a d'autres endroits dans le monde où c'est comme ça. Enfin, je crois même la Corse, il y a des lois spéciales. Enfin voilà, il y a des endroits en France où il y a des lois un peu spéciales. Et en l'occurrence, en Alsace-Moselle, il y a une règle qui dit que quand un accord a été donné sur un bien immobilier, donc la vente, l'offre a été acceptée, il court un délai de 6 mois pour que soit la vente soit effective, d'accord, soit qu'un recours ait été fait. Mais au-delà des 6 mois, après c'est trop tard, tant pis, c'est comme si il n'y avait jamais eu un accord. Donc on s'est retrouvés en juillet, en pensant que ça allait être fait, et puis en fait ça traîne, vous savez, les trucs qui traînent, où tu as l'impression que c'est bon, ça va le faire, et puis en fait non, ça rajoute une semaine. On s'est retrouvés un petit peu au pied du mur en juillet, parce qu'on savait que le 4 août allait arriver cette fameuse date des 6 mois, à partir de laquelle on ne pourrait plus avoir de recours juridique pour attaquer les vendeurs et leur dire si, on s'était mis d'accord sur le prix, vous ne pouvez pas comme ça abandonner parce que fiscalement, vous n'aviez pas fait attention au moment de mettre en vente le bien. Donc, on s'est retrouvés un petit peu en branle-bas de combat en juillet, mi-juillet, en se disant ça y est, ça ne veut pas signer, il n'y a rien qui se passe, ça bloque, que faire ? Donc on a commencé à se dire il faut qu'on commence une procédure, on n'a pas le choix. Donc on a trouvé des avocats que je trouvais très très bien, hyper réactifs, parce que en mi-juillet, va trouver des avocats qui sont capables de faire une assignation en l'espace de 10 jours. C'était pas facile, donc on a trouvé un avocat vraiment très réactif et on en est très content. D'ailleurs, j'aimerais peut-être l'interviewer sur le podcast, ça on verra, pour faire un sujet sur tout ce genre de litiges qui peuvent arriver, parce que c'est très intéressant et moi j'ai pu m'intéresser à la question à l'occasion de ce problème que nous avons rencontré. Et donc, on s'est retrouvés à contacter l'avocat, à commencer à se dire ok, il faut qu'on prépare l'assignation. Donc normalement, tu fais une lettre de mise en demeure pour prévenir, entre guillemets, poliment que tu vas assigner la personne en justice, et après tu fais l'assignation. Bon, je vous avoue que tout ça, j'ai découvert aussi un petit peu avec cet événement. Et donc on commence les procédures, et là je me dis ok, maintenant que les procédures, on commence à les lancer, parce que rien que par sécurité, pour ne pas passer la date du 4 août, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Quand je dis une autre solution, c'est que je me suis dit, on va y avoir 3 plans. Le plan A, ça va être de quand même réussir à signer la promesse unilatérale de vente avant le 4 août. Ce serait génial. Plan B, on n'arrive pas à la signer avant le 4 août, mais à ce moment-là, on commence l'assignation, pour que justement on n'ait pas ce problème de délai avec cette date de 4 août, que si on n'a rien fait, ça tombe à l'eau. Donc comme ça, on fait quand même l'assignation, mais on arrive encore à négocier sans avoir une vraie procédure judiciaire pour enfin signer cette promesse unilatérale de vente. Et plan C, c'était faire vraiment la procédure juridique et aller au tribunal, etc. Parce que, je l'explique, en réalité, on n'avait encore rien signé d'officiel chez le notaire. C'était uniquement une offre acceptée par écrit, signée. Donc, c'était pas sûr qu'on allait gagner. D'accord ? C'est un peu compliqué, parce qu'en fait, il faut se mettre d'accord que le juge doit statuer si, au moment où le vendeur avait accepté notre offre, est-ce que c'était le moment où en réalité il y avait une vente qui avait été faite et qu'on était tous d'accord sur la chose, sur le prix, sur les conditions, ou est-ce qu'en réalité c'était pas vraiment une vente, mais qu'en fait les conditions allaient être discutées derrière, etc. Bref, c'est tout un sujet juridique qui fait qu'on n'avait aucune garantie qu'on allait gagner, mais sur le principe, moi je trouvais que c'était pas réglo la façon dont ils se sont désistés, donc en fait je m'étais dit non, on le fait, rien que pour apprendre, moi je veux le faire, pour voir comment ça se passe. Donc, plan A, plan B, plan C. Donc, comme on a lancé la procédure, moi, j'ai commencé à contacter l'agente immobilière ainsi que le notaire, les notaires, pour dire, voilà, nous, on démarre la procédure. Si jamais on n'arrive pas à aller au bout de cette promesse unilatérale de vente, essayez encore de trouver une solution. Si on peut signer avant le 4 août, pourquoi pas ? Voyons qu'est-ce qui bloque, parce qu'il y avait des échanges de mails, ça avançait plus à rien. Donc, je me suis dit, voilà, on s'est dit, tentons le plan A pour mettre la pression. Et en fait, le fait d'avoir contacté les avocats
commencer à préparer le dossier fait aussi que dans notre posture, on était plus confiant et peut-être un peu plus agressif, dans le sens positif du terme, c'est-à-dire un petit peu plus assertif, en disant, bah voilà, maintenant, il faut qu'on signe, il faut qu'on trouve une solution. On arrive donc à discuter encore avec l'agente. L'agente, elle remue ciel et terre. Franchement, elle a fait un bon boulot à ce moment-là. Et on arrive à avoir la liste des éléments qui bloquent du côté du vendeur pour laquelle il ne vend pas, il ne veut pas signer la promesse unilatérale de vente. Alors, quand je dis le vendeur, en réalité, il y a 4 vendeurs, mais l'un des vendeurs, entre guillemets, représentait les 3 autres. Et ce qui s'est passé, parce que j'ai un petit peu du mal à chaque fois moi, à remettre dans l'ordre les choses. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait ça, on s'est rendu compte que en fait, c'était bloqué. C'est-à-dire que l'un des points que le vendeur réclamait, c'était qu'il n'y ait pas de clause pénale. Et la clause pénale, c'était une clause qui disait que si jamais il se destituait et abandonnait, entre guillemets, et entre guillemets, ne fait pas son obligation de nous réserver le bien jusqu'à mai 2028, et ben dans ce cas-là, il allait devoir payer 100 000 € de dédommagement. Et ça, c'était prévu. Sauf qu'il ne voulait pas cette clause-là. Pour plein de raisons, parce qu'en fait, il n'aimait pas les autres clauses de la promesse unilatérale de vente. Et en fait, à un moment donné, et là, je suis super fière de moi, le vendeur a suggéré que je l'appelle à l'agente. Et moi, je me suis dit, ok, vas-y, on va faire ça, on va appeler, on va arrêter de discuter entre notaires, parce qu'en fait, ça n'avançait à rien. En fait, vous voyez, c'est le téléphone arabe. Alors, je ne sais pas si c'est autorisé de dire le téléphone arabe, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y avait nous, que ça passait par la notaire, qui passait par le notaire du vendeur, puis qui passait par les vendeurs. Et notre pauvre agente immobilière, elle était toujours oubliée d'être mise dans la boucle, donc elle était toujours en galère parmi les 4 interlocuteurs qu'il y avait. Donc en fait, ça rendait le truc, mais vraiment impossible. Donc en fait, à un moment donné, je me suis dit, c'est parti, on appelle. Donc en fait, c'était la semaine dernière, donc c'était, je pense, c'était tout pile 7 jours. Là, j'enregistre, on est vendredi. C'était, je pense qu'on a eu l'appel le jeudi de la semaine dernière, donc il y a 8 jours. J'appelle le vendeur et là, on discute, on pose les choses. Franchement, honnêtement, il a été assez carré. Accessoirement, en fait, le vendeur qui représentait les 3 autres est avocat. Donc, en fait, il était assez à cheval sur tous les trucs juridiques. Moi, je suis assez à l'aise parce que j'ai l'habitude quand même de lire des choses juridiques, donc je ne suis pas complètement paumée non plus, même si ce n'est pas mon métier. Mais je comprends à peu près quand on me parle. Donc, il m'a exposé tous ces problèmes de façon très méthodique et on a convenu qu'on allait devoir trouver une solution pour réussir à rédiger cette promesse. Et en fait, je me suis bien rendu compte que, en fait, il y a eu un problème humain qui fait que notre notaire, avec le vendeur représentant, en fait, humainement, ça passait pas. C'est-à-dire qu'en gros, notre notaire restait sur ses positions, qui sont tout à fait légitimes en tant que notaire, parce qu'elle, c'est son métier, donc elle sait rédiger les promesses unilatérales de vente. Et lui, qui est avocat, qui trouvait, entre guillemets, le diable dans les détails de la promesse. Et en fait, je me rendais bien compte que les deux là, ça ne matchait pas. Et en fait, je me suis dit, ce que je vais proposer, c'est que on va passer uniquement par le notaire des vendeurs. On va arrêter de passer avec notre notaire. Alors, c'est sûr que c'est un choix un petit peu culotté, mais honnêtement, il n'y avait pas d'option, ça n'allait pas avancer. Honnêtement, ça faisait des mois et des mois que ça n'avançait pas entre les deux, donc je me suis dit, vas-y, on laisse tomber. Le notaire, normalement, n'est pas un avocat. Donc, en fait, il a un devoir de conseil pour les deux côtés. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, on prend le risque. Nous, des promesses et des compromis, on en a signé plein où il n'y avait pas de notaire et que c'était juste l'agent qui faisait un bout de papier. Je me suis dit, c'est bon, c'est pas grave si c'est pas rédigé de la meilleure façon du monde. Au moins, c'est écrit par un notaire quand même si c'est le notaire des vendeurs, et on va signer comme ça. Et je me sentais les épaules de relire la promesse pour qu'elle me convienne. Donc, on a fait ça. Et donc, en fait, voilà, c'est ça qui a été le moment un peu délicat. C'est qu'en fait, on a dû annoncer à notre notaire de dire, écoutez, là, pour la promesse, en fait, on va arrêter de travailler avec vous sur cette promesse. Enfin, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que c'est pas qu'on la trouve super et on l'adore, mais vraiment, dans ce cas précis avec le vendeur avocat, ils arrivaient juste pas à se mettre d'accord. Donc, on s'est dit, c'est parti, on missionne le notaire-vendeur pour reprendre la rédaction de la promesse. La notaire a été
plus ou moins écarté notre notaire a été plus ou moins écarté de la rédaction de cette promesse pour qu'on trouve les compromis sur les clauses qui ne me dérangeaient pas. Et on a, en l'espace, donc c'était le jeudi, on a eu l'appel avec le vendeur. Le jeudi soir, le notaire du vendeur accepte. Nous, dans la foulée, on informe notre notaire. Le vendredi, le notaire rédige. Le samedi matin, on reçoit la nouvelle version de la promesse unilatérale de vente. Et on l'a signée le lundi. Donc il y a eu quelques échanges, même le dimanche, encore avec l'agente, avec le notaire. Bref, tout le monde était en branle-bas de combat pour la fameuse date du mardi 4 août qu'on ne devait pas dépasser. Donc en fait, on a signé la promesse unilatérale de vente de façon électronique le lundi 3 août. Donc le plan A a fonctionné. Ça a été, franchement, honnêtement, ça a été assez intense ces 5 derniers jours, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Déjà, ça m'a appris que faut se faire confiance. C'est-à-dire que les professionnels qui vous entourent, même s'ils sont très compétents, c'est pas des businessmen, c'est pas des femmes d'affaires, des hommes d'affaires. Donc en fait, on a failli rater une affaire juste pour des raisons de blabla juridique. J'exagère, parce qu'il y a des gens qui sauteraient du plafond et disent « Non, mais c'est super important, telle phrase. » Mais on a failli rater cette affaire, en fait, parce qu'on n'a pas réussi à trouver des compromis entre deux rédacteurs, entre notre notaire et l'avocat vendeur, parce que accessoirement, le vendeur est un avocat. Et en fait, on était bloqués, en fait. On était bloqués sur des gens qui voulaient telle formulation dans telle clause, pour tel cas, qui de toute façon n'allait jamais arriver. Donc en fait, on se retrouvait dans des situations absurdes. Je vous jure, en fait, c'était par exemple, il y avait une clause de décence dans la promesse unilatérale de vente qui disait que les vendeurs attestaient que les logements étaient décents, sauf que les vendeurs ne voulaient pas attester que les logements étaient décents parce qu'eux ne savent pas c'est quoi les règles locales de la décence. Nous, on a visité les logements, on sait très bien comment ils sont. Et le vendeur avocat se disait « Oui, mais si jamais, au moment des contre-visites, ils découvrent qu'il y a une grille d'aération qui n'est pas dans les normes, du coup, ils vont pouvoir nous attaquer parce que le logement n'était pas décent. » En fait, le mec, il se faisait des nœuds au cerveau, on allait l'attaquer sur tout. Notre notaire voulait absolument bien tout rédiger à la perfection, et donc en fait, du coup, en fait, ça n'avançait à rien. Et typiquement, moi, cette clause de décence, j'en ai rien à faire. Je veux dire, je les ai visités, les appartements. Enfin, je les ai pas tous visités, mais j'en ai visité une partie, et je sais très bien comment sont les logements. Et si jamais il y a un problème parce qu'il y a une grille d'aération qui va pas, on la change, c'est tout. En fait, je les ai visités, les appartements. Je peux vous assurer que si à chaque fois qu'on a acheté un immeuble, on se serait allé contre le vendeur parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en règle, enfin, je veux dire, on serait passé notre vie à faire des attaques juridiques. Donc, je savais très bien que ça avait aucun sens, cette clause, et que c'était pas grave si on la mettait pas. Et vous voyez, en fait, c'est des petites clauses comme ça. Il y en avait d'autres sur les autorisations de travaux qui n'étaient peut-être pas parfaitement en règle à l'époque. Enfin, vraiment, voilà, on allait sur du détail. Et juridique qui n'avait une probabilité de survenue très faible. Et donc, vraiment, moi, ce que j'ai appris, c'est que faut que je me fasse confiance. Il faut être capable, de temps en temps, de dire aux professionnels qui ont cette fameuse casquette de la blouse blanche, des gens sachants qui connaissent toutes les lois à la perfection de comment on doit rédiger un document, de savoir leur dire écoutez, là maintenant c'est bon, on va faire simple, si jamais il y a trop d'interlocuteurs et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, on va diminuer le nombre d'interlocuteurs. Honnêtement, franchement, aujourd'hui, je trouve que les interventions de notaires, et ça arrive régulièrement, au moment de la signature du compromis, souvent ça crée des problèmes. Ça crée parfois des problèmes. Je le vois pas qu'avec nous, là. En l'occurrence, ça crée un énorme problème parce qu'il n'y a rien qui arrive à être signé, mais ça peut créer vraiment des moments où, en fait, il n'y a encore rien qui a été signé, mais en fait, on est tellement en train de mettre tout sur la table qu'on trouve des problèmes et du coup, ça bloque la signature du compromis et du coup, personne n'est engagé. Donc, moi, je me dis maintenant, il faut que je me fasse plus confiance sur l'instinct. Si je vois que ça commence à devenir trop compliqué au niveau des notaires, pourquoi pas passer que par un seul notaire au moment de la signature quand je veux aller vite. Voilà, je me laisse maintenant plus de flexibilité. Je dis pas que c'est ce qu'il faut que vous fassiez, mais moi en tout cas, je vais essayer de m'émanciper un petit peu de ce côté trop, scolaire, à vouloir être accompagné par des hyper pros qui finalement, parfois, à la fois c'est génial parce que
notre notaire était géniale parce qu'elle a trouvé le problème du vendeur. Mais moi, j'étais l'acheteuse. Elle ne l'aurait pas trouvé. Ben, ça m'aurait arrangé. Parce qu'en fait, on aurait eu un compromis, on aurait pu signer le bien, et au pire, on était en superposition de force pour négocier les choses. Bref. Et en fait, comme elle a tellement bien fait son travail, elle a trouvé le problème du vendeur. Donc normalement, le vendeur, il devrait adorer notre notaire. Parce qu'en fait, si notre notaire n'avait pas été là, ils auraient signé un compromis où ils ne s'étaient même pas rendus compte qu'ils allaient avoir un redressement fiscal derrière. Donc, dans notre cas-là, en fait, finalement, notre notaire nous a même desservis. Parce qu'elle a trouvé la petite bête avant la signature du compromis. Alors que si on avait signé le compromis avant qu'elle ait trouvé la petite bête, eh ben en fait, les vendeurs, ils auraient été pieds et mains liés et on aurait eu un boulevard de négociation. Donc vous voyez, voilà, ça c'est la première leçon. La deuxième leçon également, c'était par rapport à notre couple avec Cyril, parce que ça a été un moment pas facile non plus. Je ne sais pas si vous investissez aussi en couple. C'était de réussir à faire confiance à l'autre. C'est-à-dire que Cyril était stressé et il adore notre notaire. Du coup, je me sentais bridée dans la négociation. Et à un moment donné, j'ai dit à Cyril, vas-y, maintenant tu sors de la discussion. Je veux pas que tu sois là lors de l'appel avec le vendeur parce que tu vas juste t'énerver et ça va juste pas aider les choses. Et j'ai envie de maintenant prendre mon instinct en main. Et mon instinct me dit qu'on va être capable de trouver un terrain d'entente avec le vendeur. Et sauf que Cyril, lui, il avait un prisme où ça se trouve, il est en train de nous manipuler. Il est juste en train de nous faire des prétextes pour passer la date du 4 août, pour nous faire perdre du temps, pour qu'on ne l'ait pas assigné. En fait, il était dans un délire beaucoup plus méfiant, alors que moi, mon instinct me disait, je le sens, je sens que ça va le faire, je sens qu'il est de bonne foi, c'est juste que dans sa tête, il a du mal avec les clauses, et on va réussir à trouver un compromis. Et en fait, c'est intéressant, mais sur ce moment-là, maintenant, j'ai décidé de me faire plus confiance sur ce genre de négociation. Et donc, l'apprentissage, voilà, c'est déjà me faire confiance et accepter que de temps en temps, j'exclus Cyril de ce genre de discussion, volontairement. Enfin, d'ailleurs, Cyril m'exclut volontairement de certaines discussions sur d'autres sujets. Donc, en fait, c'est très bien comme ça. Quand on voit qu'on est meilleur sur un point, profitons-en. Moi, sur la partie juridique, c'est vrai que je me sens plutôt à l'aise. Donc, je trouve que c'est bien que j'ai pris le leadership à ce moment-là et je sentais que, finalement, Cyril me tirait plus vers le bas qu'il ne me poussait. Et du coup, à un moment donné, je me suis émancipée. J'ai dit, vas-y, tu me fais confiance. Et Cyril m'a fait confiance. Je fais la négociation en direct avec le vendeur et on a trouvé des solutions. Quand je lui ai annoncé qu'on allait écarter notre notaire pour uniquement travailler avec l'autre notaire pour débloquer la situation, il m'a pas fait trop de résistance et il a été d'accord et on a pu débloquer la situation comme ça. Et le troisième grand apprentissage aussi, c'est en fait, honnêtement, dès que ça commençait à partir en cacahuète, j'aurais tout de suite dû demander le contact du vendeur pour discuter directement, frontalement avec la personne. En fait, on a tendance à se cacher derrière les notaires, les avocats, les machins, à pas avoir une confrontation directe. Honnêtement, on aurait eu cette confrontation directe il y a 3 mois, le problème, il aurait été plié et résolu. Mais j'avais pas cette expérience-là, j'aurais peut-être pas osé aussi m'émanciper du notaire qu'on avait. Et donc, voilà, le fait est que ça s'est fait comme ça, mais je sais qu'aujourd'hui, je me dis maintenant, s'il y a un souci comme ça, que ça commence à s'embourber, faut pas que j'hésite à avoir la posture de dire « Ok, donnez-moi le numéro du vendeur, on discute en direct. » Voilà. Donc au final, la promesse a été signée avec la clause pénale. Donc en fait, le bien immobilier qu'on a négocié, le 5e immeuble, j'espère que ce sera en réalité pas le 5e et qu'entre-temps, on en aura acheté un autre. Mais en tout cas, notre 5e immeuble sur le papier qu'on a négocié et qui nous attend pour 2028, il est là, il est tout frais. En plus de ça, ils font une bonne gestion. Ils vont continuer les augmentations de loyer. On a convenu qu'à partir d'une certaine date, ils arrêtaient de relouer et qu'on allait mettre pour pouvoir faire des rafraîchissements et réévaluer les travaux. Donc j'ai vraiment hâte j'ai pas hâte de 2028 parce que j'aime bien vivre la vie et pas vieillir trop vite. Donc vivons notre vie chaque jour l'un après l'autre. Mais en tout cas, je suis vraiment soulagée et très contente d'avoir du coup un immeuble qui nous est réservé en mai 2028, déjà négocié, déjà autofinancé, déjà rentable. Alors ça dépend des taux, on verra ce sera quoi les taux à ce moment-là. Mais voilà, c'était vraiment une expérience enrichissante. J'espère qu'en tout cas ça vous a intéressé. Et puis je ferai un épisode, je pense, à part sur la partie les chiffres de l'immeuble, pourquoi on a choisi un immeuble déjà loué, comment on en est arrivé à cette stratégie.
Même si, honnêtement, les immeubles déjà loués, je trouve que c'est pas forcément une bonne stratégie pour les débutants. Voilà, c'est pour ça que je suis toujours un petit peu mal à l'aise parfois de partager nos expériences, parce que j'ai peur que vous vous disiez « Ah bah du coup, il faut que je fasse comme Dorine ». Il faut vraiment pas que vous ayez ce mindset-là, il faut toujours se dire « Ok, je veux juste comprendre où en sont les gens, ce qu'ils ont fait ». Et typiquement, on ne serait jamais devenu libre financièrement en achetant ce type d'immeuble il y a 10 ans. Voilà, donc c'était juste pour vous dire, adaptez-vous à votre situation. Sur ce, en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Cyril, malheureusement, n'a pas pu faire partie de cet épisode parce qu'il se sentait pas bien. En plus, j'ai le super setup qui est en place. On devait faire un épisode à 2, mais j'avais trop envie de vous raconter la suite et la conclusion de l'histoire. Donc ça y est, c'est officiel. On a notre promesse unilatérale de vente qui est signée. Donc c'est une affaire de régler. Et techniquement, là, entre guillemets, on n'a plus rien à faire avant fin 2027 où on va commencer à chercher le prêt pour 2028. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!